j'ai pu observer lors des examens que nous avons eu le plaisir d'avoir ensemble, en première, que vous aviez des difficultés, malgré ma demande expresse, à répondre de manière structurée aux questions. En effet, je vous ai bien expliqué que lorsque une question est posée, ça vaut la peine de réfléchir pendant 1 ou 2 minutes avant de répondre pour donner le menu de la réponse que vous allez me présenter de telle manière que ce soit bien structuré, justement. Donc je voudrais développer avec vous cette compétence, apprendre à structurer une question lorsque l'on présente un problème, puisqu'en fait, il s'agit bien d'une solution que l'on doit présenter de manière pédagogique, en l'occurrence, lors de l'examen face à un professeur. Je vous ai déjà dit qu'à l'examen, on n'est pas là pour vider tout ce qu'on a dans le cerveau pour montrer qu'on a beaucoup étudié. Il s'agit quand même de montrer que non seulement on a travaillé, mais qu'on est aussi intelligent et que lorsque on se trouvera devant une classe, on sera capable de faire passer un message. Le but étant de rendre vos élèves intelligents. Par conséquent, j'ai décidé aujourd'hui de travailler avec vous sur cette compétence à partir d'un sujet qui me semble particulièrement d'actualité. C'est le problème de la pauvreté. Mais, comme nous sommes dans un cours d'histoire, pas dans un cours de sociologie, je ne travaillerai pas sur la pauvreté aujourd'hui, mais je vais essayer de voir avec vous dans quelles conditions la pauvreté a cru au bas Moyen-Âge, c'est-à-dire au XIVe et au XVe siècle. Je vais vous expliquer les démarches que l'on doit avoir lorsque l'on prépare justement une leçon de ce type-là sur le plan purement intellectuel. Donc il ne sera pas question aujourd'hui de didactique dans le sens où je ne vais pas vous expliquer comment construire une leçon pour des élèves de 13-14 ans, mais c'est quand même une leçon de didactique, si je puis dire, puisque je vous explique comment répondre à l'examen. Ça me semble quand même assez important, puisque dans un mois, au mois de janvier, vous serez mis en situation de réussir vos examens. La pauvreté est un sujet très actuel. On parle beaucoup maintenant de pauvres et surtout de nouveaux pauvres. Le thème du jour sera donc « Pauvreté et société en Europe occidentale au XIVe et XVe siècle ». Plusieurs étapes seront présentes dans mon exposé. Tout d'abord, lorsque l'on structure un sujet, il faut d'abord définir les termes du problème qui est posé. Dans un deuxième temps, il s'agira d'élaborer un plan de travail. Et enfin, il s'agira de rédiger ou d'expliquer la solution proposée sous la forme d'un exposé. Ce sera le cas au mois de janvier pour vous. Les questions seront toujours posées sous la forme d'un problème à l'examen. Donc je ne vais pas vous donner un titre de chapitre et il ne s'agira pas de débobiner le film et de réciter simplement une leçon que vous auriez apprise par cœur. Je commence tout d'abord par la première étape, qui est donc de définir les termes du problème posé. Il y a 3 termes qui interviennent, même 4, on pourrait dire. La définition de ce que c'est que la pauvreté, la définition de ce que l'on entend par société.
si vous deviez préparer, je dis sur le plan purement intellectuel, hein, ici je ne parle pas de méthodologie pédagogique, une leçon sur ce sujet-là, la première chose à faire est évidemment de rechercher la définition de ce que c'est que la pauvreté et de ce que c'est que la société dans le dictionnaire. Un dictionnaire de la langue française, Pierre Robert par exemple. Ensuite, il s'agit de définir les autres termes du problème et de situer à la fois dans l'espace et dans le temps le sujet. Dans l'espace, c'est l'Europe occidentale, donc autant que faire se peut, il faudrait essayer de ne pas se limiter uniquement à ce qui apparaît dans les manuels qu'on utilise habituellement, c'est-à-dire surtout les problèmes français ou les problèmes belges, même si la notion de Belgique au Moyen-Âge, évidemment, est un anachronisme. Ensuite, il y a la définition du sujet sur le plan chronologique. Je vous ai parlé du XIVe et du XVe siècle, et donc, il s'agit de se dire, mais pourquoi la pauvreté à cette époque-là, et pourquoi pas la pauvreté à d'autres époques? La pauvreté a toujours existé, nous sommes bien d'accord, mais le rôle de l'historien n'est pas de théoriser le problème de la pauvreté, ce qui est le rôle du sociologue, je dirais, mais d'essayer de périodiser, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi à telle époque il y a croissance de la pauvreté et pourquoi à d'autres époques les choses se présentent un petit peu mieux pour les classes sociales défavorisées. Donc il s'agit de périodiser. Deuxième étape, après avoir défini les termes du sujet. Vous vous souvenez, pauvreté et société, et ensuite délimitation du sujet sur le plan temporel et sur le plan géographique. Autrement dit, la dimension spatiale du problème. On arrive à l'élaboration, deuxième étape, l'élaboration d'un plan de travail. L'élaboration d'un plan de travail. Dans l'élaboration d'un plan de travail, je vous conseille, que ce soit pour une mise par écrit de votre préparation, ou lorsque vous présentez la réponse à la question posée à l'examen, c'est d'abord, si c'est un examen écrit, je dis bien, ce qui ne sera pas le cas, en l'occurrence pour vous au mois de janvier, puisque c'est un examen oral, hein, c'est de d'utiliser des fiches ou des feuilles en mettant tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc de faire un brainstorming, hein, un lavage de cerveau, pas un lavage, plutôt une tempête dans votre cerveau, littéralement, si on traduit de l'anglais, et de mettre sur un papier tout ce qui vous vient à l'esprit concernant la pauvreté et société en Europe occidentale au XIVe et XVe siècle. Il y a toute une série de choses qui vont vous venir à l'esprit, bien entendu. Hein? Le problème de la pauvreté qui est relatif, comme je l'évoquais tout à l'heure, il est relatif dans la mesure où il faut pouvoir comparer des périodes les unes avec les autres. Et ensuite, il faut se poser sans doute la question, hein, dans cette mise à plat du sujet, de tout ce qui peut vous venir à l'esprit, les aspects subjectifs de la pauvreté et ses aspects objectifs. Parce que vous le savez, la pauvreté, c'est quelque chose qui peut être vécu très douloureusement suivant le type d'individu et le type de société dans laquelle vous vous trouvez. Un pauvre en Inde, c'est peut-être pas un pauvre en Belgique. Un pauvre au XIVe siècle, c'est peut-être pas un pauvre au XXe siècle. Donc il faut essayer de mettre tout ça sur papier. L'idéal, dans ce cas-là, une fois qu'on a mis ces quelques idées sur un papier, de faire une fiche par sujet. Donc, vous faites une fiche où vous indiquez la pauvreté d'un point de vue subjectif, la pauvreté d'un point de vue objectif,
quelles sont les causes de la pauvreté, une autre feuille, une autre fiche pour vous allez réfléchir sur le problème de la réaction de la société, puisque le terme société apparaît bien dans le sujet, etc., etc. Et vous mettez tout ce qui vous vient à l'esprit. Ensuite, il va falloir articuler toutes ces idées les unes avec les autres et établir, alors là, le plan de votre dissertation, qu'elle soit orale ou écrite. Vous suivez bien jusqu'à présent? Tout cela me semble nécessaire pour que votre réponse soit rationnelle et que ce ne soit pas simplement du bête par cœur, comme on dit habituellement. Il faut raisonner, comme si c'était un problème de mathématiques et qu'il fallait faire une démonstration avec des hypothèses et arriver à une thèse que vous développez. La thèse que vous développez ne sera peut-être pas celle de votre voisin, puisqu'il s'agit d'une démonstration. Il n'y a pas de vérité unique. L'histoire est une science humaine, et donc des points de vue différents pourront se poser dans la démonstration, et vous allez peut-être arriver à un résultat différent de votre voisin ou de votre voisine. On va passer maintenant très rapidement à la conception de votre réponse, et vous avez bien compris qu'il fallait éviter un premier écueil qui était de réciter purement et simplement des éléments qui se trouvent dans votre cours, que je vous aurai enseigné, et ensuite d'oublier la conjonction de coordination qui est « et » entre pauvreté et société. Il ne s'agit pas d'abord d'expliquer tout ce que vous savez sur la pauvreté, puis tout ce que vous savez sur la société au bas Moyen-Âge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien que vous établissez entre les deux. C'est les pauvres en rapport avec la société, et la société en rapport avec les pauvres. C'est ça qui est intéressant. Donc il faut problématiser, c'est le mot-clé. Il faut problématiser. Ce qui peut apparaître évident au départ ne l'est peut-être pas quand on réfléchit sérieusement à la question posée. Je vais donc commencer dans un premier temps par voir comment la pauvreté était vécue au bas Moyen-Âge. Premier élément. Autrement dit, on est dans l'approche subjective avant d'arriver aux aspects réels, objectifs, je dirais, de la pauvreté, c'est-à-dire les éléments économiques et sociaux. On va d'abord parler des valeurs. Première étape. Problème des valeurs. Quelle est l'idéologie dominante au Moyen-Âge? C'est le christianisme. Chaque époque a son idéologie dominante qui est déterminée, évidemment, par ceux qui dominent la société et qui proposent ou qui imposent souvent une vision de la société. Dans la société chrétienne, il y a une valeur qui domine, c'est justement la pauvreté. Mais de quelle pauvreté s'agit-il? Il s'agit de la pauvreté évangélique. En effet, le Christ lui-même a mené la vie d'un pauvre, et la notion de pauvreté intervient constamment dans l'Évangile. Il parle souvent des pauvres pour les comparer aux riches qui n'ont que les apparences de la piété, alors que les pauvres sont peut-être plus sincères dans leur foi. Il faut faire toutefois attention, parce que quand on parle de pauvreté dans les évangiles, s'agit-il toujours de pauvreté matérielle, ou ne s'agit-il pas tout simplement de pauvreté d'esprit, c'est-à-dire de modestie, d'humilité face à la divinité? Donc le problème de la pauvreté est posé très clairement dans l'idéologie de l'époque. Comment s'exprime cette pauvreté? Eh bien, le pauvre est quelqu'un auquel on doit la charité, mais on va peut-être distinguer les pauvres.
il y a les pauvres involontaires, et puis il y a peut-être les pauvres quelque part volontaires. Je dis bien dans l'idéologie dominante. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on considère qu'il y a des bons pauvres auxquels on va faire la charité, parce que quelque part, ils répondent à l'idéal chrétien. Ça permet de libérer sa conscience pour les riches. Et puis, il y a les feignasses, si je puis dire. Ceux qui sont pauvres, c'est parce qu'ils ne fichent rien, tout simplement. Je ne dis pas qu'ils ne fichent rien vraiment et qu'ils doivent être condamnés. Je vous parle ici du regard que l'on porte à la fin du Moyen-Âge sur cette catégorie de pauvres. Ensuite, il y a la pauvreté institutionnalisée. Il y a des ordres religieux qui professent la pauvreté, qui l'appliquent par idéal. Vous vous souvenez peut-être qu'au XIIIe siècle apparaissent des ordres mendiants, des ordres qui font vœu de pauvreté et qui apparaissent dans les villes, dans la première moitié du XIIIe siècle. Ce sont les franciscains et ce sont les dominicains. Ces ordres mendiants ont été fondés respectivement par François d'Assise et d'autre part par Dominique de Guzman, l'un étant italien, l'autre étant espagnol. Ce sont des ordres qui s'adonnent principalement à la prédication et même à l'Inquisition. Ces ordres ont été créés pour réagir à des ordres qui s'étaient enrichis et qui n'étaient pas des ordres urbains, qui étaient des ordres qui vivaient à la campagne. Je pense en particulier à l'ordre de Cluny, qui sont des bénédictins, et aux cisterciens. Les clunisiens remontent au début du Xe siècle, 910, et les cisterciens, là ça remonte à la fin du XIe siècle. Eh bien, les dominicains et les franciscains ont été créés par réaction à ces ordres riches qui s'étaient éloignés de l'idéal évangélique de pauvreté. À côté de ces ordres qui vont être régularisés par la papauté, parce qu'on les craint, ils ont beaucoup de succès, il y a des ordres ou des mouvements qui, eux, ne sont pas régularisés et qui sont hérétiques ou qui frisent l'hérésie. Si vous avez vu le film Le nom de la rose, qui se passe dans la première moitié du XIVe siècle, donc ça concerne vraiment notre époque, eh bien vous vous souviendrez peut-être qu'il y a deux moines qui se trouvent dans la fameuse abbaye où se déroule toute une série d'assassinats, de meurtres. Il y a deux moines qui sont découverts, qui sont des hérétiques, et qui participaient à un ordre révolutionnaire, véritablement communiste. Ils s'opposaient à la richesse de l'Église, ils voulaient que tous les biens soient mis en commun. Et ils voulaient véritablement transformer la société. Ces moines se retrouvent sur le bûcher, à la fin du film, si vous avez vu Le nom de la rose. Donc il y a de nombreux, comment dirais-je, révoltés au Moyen-Âge chez les ecclésiastiques eux-mêmes, qui ne sont pas d'accord, parce qu'ils estiment que l'idéal évangélique est tout à fait biaisé. Il y a aussi les béguines. Les béguines font également. Ça, ce sont des laïcs. Ce ne sont pas des religieux, ce sont des laïcs qui décident de vivre en communauté et font vœu également de pauvreté. Mais elles ne sont pas bien vues par l'Église. Elles sont marginalisées.
Tout ceci, c'était donc pour vous parler du premier aspect dont il était question dans mon plan. C'était donc de vous parler des valeurs, de l'aspect subjectif de la pauvreté. On va passer maintenant à l'aspect objectif. Qu'est-ce que la pauvreté? Maintenant, il s'agit de venir avec des données solides et de ne plus nous intéresser à l'aspect purement idéologique, l'aspect mental, si vous voulez. Les aspects objectifs, c'est quoi? C'est tout d'abord, on peut se poser la question, combien y avait-il de pauvres? Autre question, on peut se poser la question, quelles sont les causes de la pauvreté? On peut s'interroger également sur la manière dont les pouvoirs publics vont réagir. Alors, on va commencer tout d'abord par l'aspect quantitatif. Vous savez, quand on fait de l'histoire, ce n'est pas de la philosophie, on a besoin de documents. Donc on ne raisonne pas seulement avec son intelligence, mais on raisonne à partir de sources. Alors, quelles sont les sources dont on dispose pour travailler sur la pauvreté? Il y a des sources tout d'abord fiscales. À partir du XIVe siècle, l'administration royale ou les administrations princières sur le plan territorial en Europe produisent des documents, en particulier, on essaie de dénombrer la population. C'est ce qu'on appelle les dénombrements de feu. Parce qu'il s'agit de savoir comment on va imposer les gens. Donc les sources fiscales sont très utiles en la matière. Ensuite, à côté de ces sources fiscales, vous avez des sources littéraires. Par exemple, des chroniqueurs qui expliquent les maux de leur temps. Vous pouvez avoir même des sources artistiques. Des tableaux qui nous renseignent sur ce que c'était que les pauvres au bas Moyen-Âge. Concrètement maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer qu'au bas Moyen-Âge, au XIVe et au XVe siècle, le nombre de pauvres a cru? Eh bien, un certain nombre d'éléments liés à la conjoncture. Vous savez certainement que le XIVe siècle est marqué par des épidémies, et plus particulièrement par une épidémie de peste, la fameuse peste noire, qui va décimer une grande partie de la population en Europe à partir de 1347 jusqu'en 1352. Il y aura d'ailleurs des phases de cette peste qui vont revenir dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Ce ne sera plus la peste noire, mais d'autres épidémies qui vont intervenir à ce moment-là. La peste noire a décimé un quart, un tiers, voire parfois la moitié de la population dans certaines régions. Vous pensez bien que ces épidémies ont eu un rôle important quant aux revenus des gens. Si la mortalité augmente dans les villes et dans les villages, il y a moins de gens pour produire. S'il y a moins de gens pour produire, vous direz qu'il y a moins de gens également pour consommer, mais s'il y a moins de gens pour produire, ça conduit évidemment à une réduction des revenus au sein même des familles. Quand vous avez plusieurs bras pour travailler la terre
et puis finalement, ben, la famille se réduit à très très peu de choses, vous vous rendez compte que ça va conduire évidemment à une diminution de la production. Même chose en ville, pour les tisserands, pour les armuriers, etc. Les armuriers, les arbalétriers, les barbiers, enfin tous les corps de métier que l'on trouvait dans les communautés urbaines. Premier élément, donc, les épidémies. Deuxième élément, les famines. Les famines, et d'ailleurs ça peut être lié à l'élément précédent, qui sont souvent liés aux aléas climatiques. Quand vous avez plusieurs étés pourris, des hivers extrêmement durs, les récoltes s'en ressentent. Donc on peut nourrir moins de gens. Ça va? Et surtout, les surplus se réduisent dans les campagnes. En période de croissance, ce qui avait permis entre autres la grande croissance du XIe au XIIIe siècle, c'est que les paysans pouvaient produire plus que ce dont ils avaient besoin. Ils pouvaient vendre leur surplus en ville, sur le marché et dans les foires, et par conséquent, cela leur donnait des revenus. À partir du moment où les récoltes sont mauvaises, les paysans vont vivre en autosubsistance. Il n'y aura plus de surplus qui pourront être vendus en ville. Donc ça c'est le deuxième élément. Après les épidémies, il y a donc les famines. Ensuite, vous avez la guerre. En France, entre grosso modo 1340 et 1456, le traité de Bretigny, il y a une guerre qui n'est pas continuelle, mais par phase, la fameuse guerre de 100 ans. Cette guerre de 100 ans n'est pas, je viens de vous le dire, une guerre permanente. On fait la guerre pendant 2 ou 3 ans, et puis on fait la paix, et puis ça recommence. Mais il y a des périodes où la guerre est effectivement assez dure. La guerre entraîne des pillages, parce que les soldats se payent sur les campagnes ou sur les villes. Les soldats vont piller les granges où se trouve le blé. Ils vont détruire des habitations, ils vont violer les femmes, ils vont blesser ou tuer des tas de paysans. Donc on revient dans le schéma antérieur. Inutile d'aller plus loin. Enfin, quatrième élément, c'est la pression fiscale. La pression fiscale, c'est une pression à la fois seigneuriale et princière. La pression fiscale peut venir du seigneur. Vous vous souvenez ce que c'est qu'un seigneur? C'est une personne qui possède des droits sur un territoire rigoureusement délimité, et parmi ces droits, à côté des droits judiciaires ou même politiques, il y a des droits économiques. Parmi ces droits économiques, vous avez une partie des récoltes qui passe au seigneur. Vous avez également, ça ce sont des impôts en nature, mais vous avez également des impôts en argent. Par exemple le cens. Le cens qui est le droit d'occuper une terre, c'est la location. Et vous avez donc toute une série d'impôts qui pèsent. Par exemple, l'obligation, c'est ce qu'on appelle les droits banaux, d'utiliser le moulin du seigneur, d'utiliser son pressoir, d'utiliser son four, parce que seul le seigneur a le monopole de ses instruments de travail, de ses moyens de production.
Et chaque fois que vous utilisez le four, le pressoir ou le moulin du seigneur, vous payez une taxe, bien entendu, un droit d'utilisation. Tout cela est lourd. Ces droits sont fixes. Autrement dit, quand les revenus des paysans diminuent, mais ils doivent continuer à payer des impôts semblables alors que leurs revenus ont diminué. Donc la proportion de la ponction fiscale par rapport à leur revenu brut devient insupportable. À cela s'ajoutent également des impôts territoriaux, du prince territorial, comme la taille par exemple, hein, qui pèsent très lourd aussi. N'oublions pas qu'à ces impôts seigneuriaux et qu'à ces impôts du prince territorial s'ajoute la fameuse dîme qui varie entre, en gros c'est entre 8 et 12% de la récolte. Et quand je dis la récolte, ce n'est pas seulement la récolte, il y a également le croît du bétail. Hein, donc c'est très lourd. Il y a des régions, en particulier dans le sud de la France, à l'époque moderne, dans les siècles qui vont suivre, où la pression, la dîme est nettement plus faible. Ça peut être simplement 3%. Mais il n'empêche, hein, par rapport au revenu brut global, ça peut peser très lourd. Donc vous retenez qu'il y a 4 éléments principalement qui pèsent sur les habitants des villes et des campagnes. Je le répète, il y a les épidémies, mais des épidémies terribles, hein, quand il y a un tiers ou la moitié de la population qui disparaît, c'est quelque chose d'affolant, hein, bien entendu. Il y a la guerre, il y a la famine et il y a la pression fiscale. Ce sont les 4 éléments que l'on range dans la catégorie des calamités du bas Moyen-Âge. Et en particulier du milieu du XIVe siècle au milieu du XVe siècle. À partir du milieu du XVe siècle, on assiste à une reprise de la conjoncture sur le plan économique et de la croissance démographique. Tout ce dont je viens de vous parler, ce sont des éléments objectifs. Vous êtes bien d'accord qu'on n'est pas dans la subjectivité, comme lorsque je vous parlais tout à l'heure des valeurs chrétiennes, vécues comme un idéal. Ici, on est dans du concret. Maintenant, on va passer à la réaction de la société. Alors, la réaction de la société face aux pauvres. Il y a tout d'abord une réaction que j'appellerais plutôt positive. C'est-à-dire qu'on essaye d'aider les pauvres, parfois pour des raisons qui peuvent être intéressées quelque part pour les classes possédantes, parce que lorsque vous aidez les pauvres, c'est une manière de les canaliser et d'éviter qu'ils ne se révoltent. On est bien d'accord. Il n'y a pas qu'un intérêt purement, un objectif purement humanitaire derrière cela. Mais toutefois, les pouvoirs publics vont institutionnaliser un certain nombre d'actions, d'activités. Tout d'abord, parmi ces actions, il y a les aumônes des villes, des princes, des seigneurs. Il y a également la prise en charge tout à fait officielle des pauvres. Et d'ailleurs, une source d'information, ce sont les tables des pauvres. Les tables des pauvres, c'est l'ancêtre des CPAS, parce qu'on se rend compte que les pauvres ils peuvent être dangereux. Par conséquent, il vaut mieux les canaliser, même les mettre dans des zones particulières pour qu'on puisse les surveiller, parce que c'est ça qu'il y a derrière tout ça, bien entendu. Il y a aussi la création d'hôpitaux, parce que les hôpitaux, au Moyen-Âge, ils ne servent pas seulement pour les malades, ils servent également pour les pauvres. Les deux étant souvent, hélas, souvent liés. Parce que quand vous êtes pauvre, eh bien, vous êtes pauvre pour des raisons objectives. Ça peut être parce que vous avez faim, ou vous êtes pauvre tout simplement parce que vous êtes malade aussi. Parce qu'une fois que vous êtes malade, vous ne pouvez plus subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille.
Donc il y a une liaison souvent étroite entre ce phénomène social et d'autre part l'état de santé des gens. Vous avez peut-être entendu hier aux informations, à la télévision ou à la radio, que maintenant, dans l'accord de gouvernement, il a été décidé que toute une série, toute une catégorie de la population ne devra plus payer que 1 euro lorsqu'elle ira chez le médecin généraliste. C'est une mesure essentielle parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas coûter tellement à la société. On peut toujours imaginer que certains fassent un abus exagéré de la médecine générale. Je dis bien pour les médecins généralistes, je ne parle pas des autres médecins, des spécialistes. Mais si vous n'êtes pas soigné à temps, parce que vous n'allez pas chez le médecin, parce que vous dites que ça va me coûter cher, vous risquez d'avoir des complications dans votre maladie qui, elles, vont coûter très cher à la société. Donc c'est un calcul, quelque part. Ce n'est pas simplement une mesure humanitaire et sociale. C'est que si on ne prend pas la maladie en charge à temps, on va développer toute une série d'effets qui risquent à terme de conduire à des maladies graves. Donc on doit prendre les patients à temps. Il n'y a rien de pire que pour un médecin généraliste que de voir arriver quelqu'un qui a vu une simple trachéite se transformer en bronchite. La personne n'a pas été chez le médecin, puis l'étape suivante c'est la pneumonie, et puis finalement quand on arrive chez le médecin on est dans un tel état, on arrive dans un tel état qu'on doit être hospitalisé. Donc si le patient avait été pris en charge à temps, la chose n'aurait pas dégénéré à ce point. Même chose pour les cancers. Si un cancer est identifié à temps, on peut trouver des remèdes. Si on arrive trop tard, la personne doit être franchement mise en hôpital, et là ça coûte plus cher aussi. Donc il y a l'aspect humanitaire et social. On ne peut pas imaginer non plus que nos dirigeants n'aient pas cette fibre-là, mais il y a aussi le coût économique. Et donc ça fait partie des mesures d'économie, finalement, sur lesquelles tout le monde peut être d'accord, aussi bien les socialistes que les libéraux. Voilà. Donc, le problème, c'est que les hôpitaux au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, vont être très rapidement surchargés. Parce qu'il y aura trop de pauvres qui vont venir dans ces hôpitaux. En plus, la répartition géographique de ces hôpitaux qui prennent en charge les pauvres n'est pas toujours idéale. Vous pouvez avoir des concentrations, évidemment, dans certaines villes, et d'autres, des petites villes qui n'ont pas ces hôpitaux. Alors on va passer maintenant à l'aspect, je dirais, un autre aspect lié aux réactions de la société, ça peut être la crainte face aux pauvres. Je fais le lien avec ce que je disais il y a quelques instants. En effet, si les pauvres ne sont pas canalisés et pris en charge à temps, il est risque, pour vouloir subvenir à leurs besoins, de tomber dans la délinquance. Il y a un lien, évidemment, entre pauvreté et délinquance qui est assez évident. Tous les pauvres ne sont pas des délinquants et tous les délinquants ne sont pas des pauvres. Nous sommes bien d'accord. Mais il n'empêche que c'est un facteur qui favorise, ne fût-ce que les petits larcins, pouvoir vivre au quotidien. On vole une pomme, on vole un morceau de pain, ouais, donc ce n'est pas spécialement des vols importants. Donc, et ça nous renvoie à notre époque, ça peut conduire à des politiques sécuritaires, bien entendu. Et les politiques sécuritaires, elles sont mises en place par les possédants, par les commerçants, par les artisans, qui eux ont du bien, pas spécialement beaucoup de bien, c'est pas spécialement des bijoutiers comme on voit maintenant, qui se font braquer. Mais enfin, vous pouvez avoir des petits, ce que nous appelons des indépendants, des épiciers, etc., qui peuvent soutenir évidemment une politique répressive à un moment donné. Alors pour mener à bien cette politique répressive, et j'en arrive au troisième aspect de la réaction de la société face aux pauvres, je rappelle le premier, c'est l'aide humanitaire, l'aide sociale.
Deuxième réaction, c'est la crainte. Et la troisième, c'est la mise en place de politiques sécuritaires. Alors, pour mettre en place une politique sécuritaire, il faut d'abord identifier les pauvres. Donc les pauvres vont recevoir l'équivalent d'un petit livret, si je puis dire. Comme chez nous, le CPS permet également d'identifier et de contrôler la pauvreté. Sauf qu'à cette époque-là, ce n'est pas un petit livret. Ils vont être enregistrés à l'hôtel de ville. Donc on va noter dans telle et telle rue, il y a telle et telle personne qui habite à tel endroit qui est pauvre. Il faut savoir où il se trouve. Et puis, à côté de ça, on va mener de véritables politiques répressives. Vous connaissez un discours fréquent, parmi les gens qui travaillent, et surtout chez les indépendants, qui en auront assez de payer des charges sociales, qui ont le sentiment qu'une partie de leurs impôts sert à donner des allocations de chômage à des paresseux, qui ne cherchent pas vraiment du travail. Eh bien, vous avez des réactions semblables, évidemment, au XIVe et au XVe siècle. Et donc, il va y avoir de la répression face aux pauvres. Le problème, c'est que parmi les pauvres, il y a plusieurs catégories. Il y a les pauvres qui, effectivement, peuvent être des faux pauvres, vous savez, un petit peu comme dans La Cour des miracles, dans le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, où vous avez des tas de gens qui, pendant la journée, se déguisent en estropiés, se mettre des bandeaux sur un œil pour dire qu'ils sont borgnes, un autre, et puis à la Cour des miracles, ils jettent leurs béquilles en l'air, ils retirent leurs bandeaux, et on voit que ce sont des brigands. Donc il y avait ce type de pauvreté-là, qui était une fausse pauvreté, qui était bien réelle. Il y a effectivement des mendiants qui qui font presque leur profession de la mendicité, et ça existait de tout temps. Il y a même des réseaux de mendiants, comme vous savez. Il y a parfois un chef qui dit, toi tu vas te poser là, à tel carrefour, toi à tel autre, etc. Et puis des sortes de proxénètes, si vous voulez, au sens littéral. Proxénète, ça veut dire un protecteur, en grec. Protecteur entre guillemets, c'est-à-dire des mafieux. Des gens qui vont rançonner ces pauvres, ils leur laissent une partie de l'argent et l'autre partie c'est pour eux. Et si les pauvres ne donnent pas une partie, un pourcentage à leurs protecteurs entre guillemets, eh bien ils sont attaqués, ils sont éventuellement tués, le cas échéant. Vous savez que ça existe encore dans le domaine de la prostitution pour l'instant. Donc, mais à côté de ces pauvres-là, de ces faux pauvres, il y a des vrais pauvres qui n'ont pas de travail, parce qu'on les engage pas comme manœuvre, on ne les engage pas dans les villes, ils ne parviennent pas à avoir une place comme apprentis, par exemple, dans un corps de métier. À la campagne, ils ne sont pas le fils d'un paysan qui possède une sensive depuis plusieurs dizaines d'années, et donc ce sont des étrangers, ils sont mal vus. Par conséquent, les pauvres qui viennent d'ailleurs, on les réprime, franchement, on n'en veut pas. C'est un processus que nous connaissons bien. Pensez aux sans-papiers. On est prêt à subventionner nos pauvres par le CPS, mais les sans-papiers, non, ce sont des pauvres qui viennent d'ailleurs. On n'en veut pas, on les renvoie chez eux. Il n'est pas question qu'ils aient des papiers leur permettant d'accéder à des droits sociaux, à être allocataires sociaux. Donc il y a les bons pauvres, il y a une sorte de patriotisme par rapport aux pauvres. On choisit ces pauvres. Il y a nos pauvres, et il y a les pauvres des autres. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Eh bien, au Moyen-Âge, ça existe aussi, mais là, ce sont ceux qui viennent d'une autre ville. Là, on les chasse, ou on les met au cachot. Très clairement. Le cachot est un moyen très fréquent pour réprimer la pauvreté. Vous savez qu'officiellement, la mendicité est interdite en Belgique. On ne peut pas demander de l'argent dans les rues. Un policier peut vous embarquer au cachot, il a le droit.
vous devez avoir une certaine somme sur vous. Hein. Si vous êtes sans argent, légalement, un policier peut vous embarquer. Vous devez avoir votre carte d'identité. Je me souviens, il y a 30 ans, quand j'étais jeune, il fallait au moins avoir 20 francs sur soi. Maintenant, je ne sais pas quel est le montant exigé par les règlements communaux, parce que c'est les communes qui déterminent ça. Donc, ce n'est pas un règlement national. Donc, chaque commune peut décider, si vous n'avez pas tel montant, c'est que vous êtes en état de vagabondage, et un vagabond peut aller au cachot. Hein. C'est prévu par les règlements communaux. Donc, il faut le savoir. Hein. Ayez toujours un petit peu d'argent sur vous et votre carte d'identité. Sinon, dans une manifestation, là, on a la bonne raison de vous embarquer, même si vous n'avez rien fait, vous étiez simplement un spectateur de la manifestation. Ça va? On a une bonne raison de vous embarquer. Voilà. Alors, donc, j'étais en train de vous expliquer qu'il y a des faux pauvres, qu'il y a des vrais pauvres qui n'ont pas de travail, et puis il y a des vrais pauvres, et là c'est tout à fait d'actualité aussi, des vrais pauvres qui ont un travail. Ce phénomène a été identifié dans les années 1980 en Angleterre, et c'est pour ça qu'on utilise cette expression de travailleurs pauvres. En Angleterre, on dit les poor workers, donc les pauvres travailleurs, les travailleurs pauvres. Ce sont des gens qui travaillent, mais dont les revenus sont insuffisants que pour payer leur loyer, que pour nourrir leur famille. Parce que ils sont au salaire minimum, ils sont même déclarés, vous savez, mais ils ne peuvent pas vivre décemment. Et ils doivent avoir éventuellement des compléments. Et ça, c'est un phénomène qui s'étend en Europe, enfin en Occident, en Europe occidentale et aux États-Unis, de plus en plus. Donc des gens qui travaillent mais qui sont pauvres. Donc vous voyez qu'il faut distinguer 3 catégories de pauvres, les faux, et dans les vrais, il y a les pauvres sans travail. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y a pas d'allocation de chômage. Hein. Il y a l'ancêtre du CPS, puisque je vous ai parlé des tables des pauvres. Donc là, dans les villes, on se rend bien compte qu'on a intérêt quand même à essayer de juguler le phénomène, ou en tout cas de le canaliser. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai essayé de traiter avec vous de la pauvreté de la société au XIVe et au XVe siècle en Europe occidentale, parce que c'est une époque où la croissance de la pauvreté va être très très importante, donc c'est un phénomène tout à fait significatif de cette période de l'histoire. Et j'ai surtout, mais là c'était l'aspect, je dirais, didactique, qui était d'être capable de structurer une question. Donc je vous rappelle les différentes étapes que j'ai évoquées devant vous. Lorsque vous structurez d'un point de vue intellectuel une leçon que vous devez donner, ou lorsque vous devez rédiger une réponse à une question d'examen, ou même lorsque vous devez présenter oralement une réponse à une question que je vous pose sous la forme d'un problème, c'est bien définir les termes qui apparaissent dans la question. En l'occurrence, ici, c'était pauvreté, société, Europe occidentale, bas Moyen-Âge. Ça, c'est le premier élément, définir les termes. Ensuite, élaborer un plan de travail. Dans ce plan de travail, première étape, on couche sur papier les idées qui vous viennent à l'esprit, même de manière désordonnée, sur une feuille de papier, une grande feuille de papier. Deuxième étape dans l'élaboration du plan de travail, on essaye de voir quelles sont les articulations entre tous ces concepts, tous ces problèmes qui vous viennent à l'esprit. Et puis, on arrive à la réponse, à la rédaction. Si c'est un travail écrit, et dans le cas d'une préparation de cours chez vous, vous rédigez. Hein, vous rédigez. Alors, la structure, vous avez vu comment je l'ai élaborée. Petit 1, il s'agissait de partir de l'aspect subjectif de la pauvreté, voir quelles sont les valeurs dominantes dans cette société. Officiellement, la pauvreté évangélique est un idéal. On voit l'attitude que l'Église a par rapport à la pauvreté évangélique. Il y a la position de fait, et puis il y a quand même la pression, je dirais, des textes sacrés. Ça veut dire qu'on doit quand même bien accepter. Du coup, l'Église, le Vatican, régularise les ordres mendiants, première moitié du XIIIe siècle, mais il y a des courants religieux qui, eux, restent en marge.
Je parlais entre autres des béguines. Après avoir vu cette première étape, on est passé aux faits objectifs. Les faits objectifs, c'est d'abord être capable de voir les sources dont on dispose. Quand on fait l'histoire, on a besoin de sources. Premier point, les sources. 2, essayer de dénombrer les pauvres. 3, essayer de connaître les causes de la pauvreté. Vous vous souvenez des 4 épidémies, famine, la guerre et les problèmes fiscaux. 4, maintenant, voir quelles sont les catégories de pauvres, les faux pauvres et les vrais pauvres, qui eux-mêmes se subdivisent en 2 catégories, on vient de voir à l'instant. Et puis, dernière partie de la préparation, après avoir vu les valeurs dominantes et les faits objectifs, 3e partie maintenant, quelles sont les réponses ou les réactions de la société. Première réaction, c'est apporter une aide sociale. Ensuite, création des hôpitaux, les tables des pauvres, etc. Deuxième réaction, c'est la crainte qui mène à une politique sécuritaire. Crainte parce que, objectivement, certains pauvres deviennent des délinquants. Donc là, on n'est pas dans la subjectivité. C'est en fait quelque chose d'objectif qui suscite un sentiment de crainte, d'insécurité. Et enfin, pour finir, politique répressive à l'égard des pauvres étrangers qui viennent de l'extérieur. Quand je dis étranger, à l'époque, quand on vient d'un village qui se trouve à 10 km, c'est l'étranger aussi, hein, c'est un étranger. Hein. Et enfin, je vous ai dit aussi qu'il faut à tout prix identifier les pauvres qui peuvent constituer une menace contre l'ordre social. Et ils ont constitué effectivement une menace contre l'ordre social parce qu'au XIVe siècle, il y a de nombreuses révoltes. C'est le siècle des révoltes. Révoltes dans les campagnes, révoltes dans les villes. Aussi bien en Italie, ça commence à la fin du XIIIe siècle pour des raisons souvent politiques, mais aussi sociales en Italie, hein, à la fin du XIIIe siècle. Le mouvement continue avec la France et la Flandre, hein, avec la Flandre d'abord, puis la France. Hein, pensez à Jacques Van Artevelde, hein, dans le comté de Flandre, pensez à Étienne Marcel au milieu à l'époque de Charles V, au milieu du XIVe siècle à Paris, qui était le prévôt des marchands. Pensez également à la révolte de 1381, donc en Angleterre. Voilà. J'espère que vous avez bien vu quelle a été ma démarche. C'est une démarche que je voudrais voir appliquer le jour d'examen. Alors maintenant, il me reste à vous présenter quelques ouvrages. Alors, je vais commencer par un ouvrage tout à fait général qui vous permet de replacer le problème dans son contexte. C'est un ouvrage de Robert Fossier, La société médiévale, chez Armand Collin, dans la collection U. Ensuite, de Philippe Wolff, Automne du Moyen-Âge ou Printemps des temps nouveaux, l'économie européenne au XIVe et XVe siècle, chez Aubier. Alors, un ouvrage d'un historien marxiste, de Guy Broy, aux Presses universitaires de France, La Grande Dépression médiévale, XIVe-XVe siècle, le précédent d'une crise systémique. De Jacques Herz, L'Occident au XIVe et XVe siècle, aspects économiques et sociaux, dans la collection Nouvelle Clio, aux Presses universitaires de France. Sur l'Église, puisque je vous ai parlé des valeurs chrétiennes, l'Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen-Âge de Francis Rapp, dans la collection Nouvelle Clio, aux Presses universitaires de France. Sur le phénomène urbain, la place de la pauvreté, en général, dans le système social des villes, un ouvrage paru le mois passé de Patrick Boucheron et Denis Mangeot, La ville médiévale dans l'histoire de l'Europe urbaine, dans la collection Point au seuil. Le volume qui concerne l'Antiquité a paru également au mois d'octobre, mais il faudra attendre 2012
pour que paraisse le volume consacré à la ville au temps moderne. Si je vous montre ces ouvrages, c'est parce que ces ouvrages peuvent être utiles pour votre préparation. Vous savez que l'enquête numéro 6 est consacrée aux villes, au Moyen-Âge et au temps moderne. Donc je vous conseille vivement cette collection-ci. Cet ouvrage vient de paraître. Alors de Jacques Herz, La ville au Moyen-Âge, dans la collection plurielle chez Hachette. Alors, sous la direction de Georges Duby, La ville médiévale, tome 2 de l'histoire de la France urbaine. Il y a des chapitres rédigés entre autres par Jacques Le Goff, un autre par Rossiot, qui est un spécialiste justement de la prostitution au bas Moyen-Âge et donc de la pauvreté. Parce que les prostituées étaient des femmes qui étaient pauvres. Alors, plus spécifiquement sur notre sujet d'aujourd'hui, dans la Bibliothèque des Histoires de Bronislas Guérémec, La potence ou la pitié, l'Europe et les pauvres du Moyen-Âge à nos jours. Bronislas Guérémec a été un compagnon de route de Lech Wałęsa à l'époque de la création du syndicat Solidarność, Solidarité en Pologne, et est devenu ministre des Affaires étrangères. Il est mort il y a quelques années à la suite d'un accident de voiture. Alors, de Michel Mola, Les pauvres au Moyen-Âge, études sociales chez Hachette. De Jean-Louis Gauquelin, Les misérables dans l'Occident médiéval en point histoire. Alors, sur les révoltes populaires, de Michel Mola et de Philippe Wolff, les révolutions populaires en Europe au XIVe et XVe siècle dans la collection Champs Flammarion. De Hugues Neveu, les révoltes paysannes en Europe, XIVe, XVIIe siècle, dans la collection plurielle chez Hachette. Et enfin, de Guy Fourquin, un spécialiste d'histoire économique, les soulèvements populaires au Moyen-Âge, presse universitaire de France. J'ai dit